Bonjour tout le monde, toujours un plaisir de vous revoir. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes jeudi le 25 avril 2024. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Aujourd'hui, deux sujets. Deux sujets qui attirent l'attention. Disons que c'est deux sujets qui, quelquefois, font pousser le poil sur les bras de certaines personnes et avec raison. On va toucher à la STM, Société de transport de Montréal. Il y a un léger problème de budget. Et également, il semblerait qu'un petit documentaire de 2-3 minutes, pas tout à fait, concernant ce qui arrive à Montréal, concernant l'inspection des vidanges, des ordures. Il y a également un dossier. On va y aller avec ces deux sujets-là, mais juste avant, à Montréal, il va y avoir des élections en 2025, novembre 2025, et c'est le temps des promesses. C'est la même chose en politique, que ce soit le palier provincial ou fédéral. C'est toujours vers la fin d'un mandat, ce qu'on appelle la dernière année. On commence à faire des promesses, on commence à sortir des textes, je ne sais pas d'où, mais de quelque part. Et ce qui fait... tant qu'à faire, je suis bien de l'expliquer comme il faut. Des fois, c'est des rêves. Des fois, c'est des promesses qui sont c'est une planification, quelque part, annoncée d'avance, de façon à faire rêver la population que c'est ça. C'est ça qui se fait. On a l'impression que, ça commence demain. Non, ce sont des promesses et tout ça. Alors, je voudrais juste parler rapidement. Je vais laisser parler la mairesse de Montréal qui explique justement un de ses rêves. À Montréal, il y a un grand terrain de disponible. Il y en a plusieurs en passant. S'il y en a qui veulent poser des questions, des commentaires concernant l'émission, vous pouvez le faire sur YouTube. En bas, dans les commentaires, poser des questions si ça intéresse. Si l'émission vous intéresse, on peut en refaire d'autres concernant d'autres sujets, mais toujours en parlant de Montréal. Ne vous gênez pas pour mettre le pouce en l'air, vous abonner, ça ne coûte rien, sur YouTube. Merci encore une fois d'écouter l'émission. Je reviens à Valérie Plante qui fait une déclaration concernant l'hippodrome de Montréal qu'on appelait anciennement Blue Bonnet. Ça fait un bout de temps que ce terrain-là est disponible. Comme je dis, il y en a plusieurs à Montréal qui sont disponibles et on parle souvent de projets. Celui-là date d'il y a longtemps. Un développement aurait pu avoir lieu. Des constructeurs auraient pu soumissionner. Mais disons qu'à Montréal, depuis l'arrivée de l'administration actuelle, il y a certaines restrictions qui, quelquefois, sont très, très, très difficiles à accepter. Surtout quand on parle d'un développement avec une exigence précise, à savoir le 20-20-20. Tu dis aux contracteurs, aux constructeurs, tu dois faire 20 de logement social, 20 de logement abordable, 20 de logements familiaux, et le reste, on va te laisser faire quelque chose. C'est difficile pour un contracteur qui, lui, travaille à son compte au privé et décide d'aider une ville à son développement en fonction de... Je comprends qu'il peut y avoir une réglementation précise, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, ça fait fuir différentes personnes qui ont les budgets, la capacité de développer Montréal, selon certaines spécifications. Et tout le monde en conviendra que c'est nécessaire, surtout pour la métropole du Québec. Ceci dit, Valérie Plante parle de l'hippodrome. Je vous reviens après. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que Gallo a permis de réfléchir à comment est-ce qu'on va financer et mettre en œuvre le quartier de demain. Ça a été dit à quelques reprises, mais Namur Hippodrome, c'est une ville dans une ville. C'est l'équivalent de construire une ville comme Boucherville ou Rouyn-Noranda à l'intérieur de la ville de Montréal. Oups! C'est ce que je disais. Des fois, on dit quelque chose, puis on se demande, voyons, est-ce que j'ai compris ce qu'elle a dit?
En résumé, c'est pas compliqué, c'est une ville dans une ville. Le terrain, en passant, l'hippodrome de Montréal, le terrain dont on parle qui tombe disponible depuis un certain temps, c'est environ 0, c'est à peu près 0,43 km carrés. À peu près. 0,43 km carrés. 0. C'est ça. Pour un indice plus précis, la ville de Boucherville, c'est 81 km carrés. Et Rouyn-Noranda, c'est 6441 km carrés. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'on parle d'une ville de 15 minutes où on va avoir tous les services, les mêmes qu'à Boucherville, mais dans un espace très restreint? Partez pas à rire, là. Je le sens déjà qu'il y en a qui rient. Mais c'est ce que j'ai compris, là. Si on veut comparer, on va faire Boucherville ou même Rouyn-Noranda. Si on parle de la population, OK, j'admets. Sur ce point, j'admets. Boucherville, c'est autour de 40 000 personnes. Rouyn-Noranda, la superficie de Rouyn-Noranda est énorme. Il y a également à peu près 40 000 personnes. Et ce qui est annoncé dans ce projet-là, qui n'a pas lieu en passant, on en est à la planification. Évidemment qu'il va y avoir une vérification des sols, il va y avoir différentes choses de faites avant. On est en 2024. Je ne sais pas si ce projet-là va avoir lieu. Je ne sais pas si ce projet-là va finir avant les 4 stations de la ligne bleue de Montréal qui sont promis depuis 1988. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Surtout avec la réglementation actuelle. Surtout de la façon que les constructeurs sont traités. Et surtout que, pour ceux qui connaissent le dossier, là, je parle de Montréal, surtout à savoir, est-ce que Cavendish Nord, Cavendish Sud, derrière l'hippodrome, là, le terrain de l'hippodrome Blue Bonnet, là, derrière, est-ce que Cavendish va être relié de façon à bien servir Ville-Mont-Royal, Saint-Laurent, Hampstead? Est-ce que ça va être fait? 1. 2. Quelles sont les restrictions? Et 3, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, il a été annoncé par la mairesse que la moitié des 20 000 logements qui sont prévus vont être à l'abri de toute spéculation. Généralement, vous le savez, quand je parle de Montréal, je garde ma bonne humeur et nous n'en sommes pas rendus encore à un stage où je perds ma bonne humeur. Je suis en train de rire de cela. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai dit que je parlerais du budget de la STM. On a vu aujourd'hui dans un des médias traditionnels, je pense que la ministre s'est exprimée en titre dans le journal « L'État québécois n'a pas à gérer le transport collectif », plaide la ministre Geneviève Guilbeault. Bon. Savez-vous quoi? Geneviève Guilbeault n'est pas tout à fait ma ministre favorite, mais disons qu'à Lux Média, spécialement à l'émission Le Candidat, je m'amuse souvent à critiquer un politicien, bien que, je le dis régulièrement, j'ai énormément de respect pour un politicien ou une politicienne qui se présente par conviction, par le désir réel de vouloir aider la société, parce qu'elle a la capacité d'aider la société, parce qu'elle fait des choses concrètes de façon à aider la société. J'ai beaucoup de respect pour les élus qui font ça. Disons qu'il y en a que j'en ai moins, et disons que Geneviève Guilbeault a, disons, quelquefois attiré la critique de ma part. Mais, je suis obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Je trouve qu'elle a fait le titre en dit long. Je vais tout simplement vous donner quelques chiffres. Pourquoi Geneviève Guilbeault, la ministre en charge de ce que moi j'appelle les transports ou peu importe le titre qu'elle a, c'est elle qui vient d'aboutir
au poste de, bon, est-ce que tu vas aider la STM? Tu vas pas l'aider? Vas-tu aider la STL, la Société de transport de Laval, qui, elle aussi, ou Société de transport de Longueuil, ou dans les grandes villes qui ont une société de transport qui est déficitaire. Geneviève Guilbeault s'est levée debout et a tout simplement dit « Oups, pélaille! » Vous avez vu le titre. Je pense qu'elle vient de comprendre quelque chose. C'est, à un moment donné, tu as deux choix. C'est ou bien tu as la capacité de dire à une ville « gère comme faut », ou bien tu dis carrément « j'en donne plus d'argent ». Et là, les options vont aller exactement à la bonne place. La STM relève de la ville de Montréal. Et personnellement, j'ai des ambitions à Montréal en novembre 2025. Il va y avoir des élections. Et il y a plusieurs choses qui font que Montréal est importante au Québec. Un, c'est la métropole. Deux, c'est le moteur économique de l'ensemble du Québec. Et trois, il ne faut pas que le reste du Québec rie de Montréal. C'est actuellement ce qui se passe. Sauf que de plus en plus, le reste du Québec rit jaune. Parce que la mairesse actuelle a augmenté la dette de Montréal. Quand je parle de la dette de Montréal, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais juste vous donner la dette et le déficit. La dette brute et nette de la STM. Pour ce qui est de Montréal, le budget, je le fais à quelques occasions. Je vais y revenir, évidemment, lors du dépôt du budget de l'an prochain. Ça va être l'année d'élection. C'est affreux. Pas compliqué, c'est affreux. Je vais y aller avec des petites notes vite pour garder la bonne humeur, que tout le monde soit de bonne humeur, parce que j'ai pas l'intention de vous choquer. Je veux juste vous donner quelques chiffres qui sont écrits très petits dans un bilan. D'ailleurs, j'ai été chercher le bilan, j'ai été chercher le budget de la STM. Évidemment, j'ai passé au travers. J'ai sorti les grandes lignes, celles qui sont importantes, parce qu'il y a beaucoup de blablabla pour vanter tout ce que la STM fait. Les revenus on parle des revenus et dépenses de 2024. On appelle ça un budget prévu, un budget... Et il y a un ajustement qui est fait l'année qui suit, et là, on tombe dans un budget réel. Ils sont pas mal proches des chiffres très souvent à la STM. Donc, les revenus prévus sont de 1 772 901 $. Et les dépenses sont de 1 772 901 $. Hein? Donc, c'est équilibré. Bon, au moins, j'ai dit quelque chose qui a de l'allure, là. C'est équilibré, tout est fait. Combien est-ce qu'il y a d'employés? 10 500 personnes. C'est la 9e plus grande entreprise du Québec. Et la STM fait 1 million de déplacements par jour. 1 million de personnes circulent dans le métro ou dans l'autobus à Montréal. Le réseau du métro, c'est 71 kilomètres. Il y a 68 stations et il y a 999 wagons. Pour ce qui est des autobus, ce qui se promène sur le sol, il y en a 2000. Je pense pas qu'on avait besoin de vous le montrer à l'écran, mais je vous le montre. Ceux qui sont habitués de prendre le métro, c'est carrément les stations du métro de Montréal. Bon, là, ça commence à être intéressant parce qu'on tombe dans les choses. Le conseil d'administration de la STM. Des fois, on se pose la question, puis ça se résume à pas grand-chose. C'est qui mène? C'est qui prend les décisions? Qu'est-ce qui fait que la STM est dans le trou? Ou qui ne trouve pas de solution? Pas dur. Tu t'en vas directement sur le conseil et les dirigeants, ce qu'on appelle le directeur général, le président du conseil, les membres du conseil. Alors, je vous les nomme rapidement. Là. Eric Allen Caldwell, de l'équipe de Valérie Plante, est président du conseil d'administration. On appelle ça membre du comité exécutif également de la Ville de Montréal. Lui, il est président du conseil d'administration de la STM. Il y a la vice-présidence, Laurence Parent, qui est conseillère d'arrondissement pour l'équipe de Valérie Plante.
Gracia Kazuki-Katawa, qui, elle, est membre du conseil d'administration. Elle est mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Si ma mémoire est bonne. Équipe Valérie Plante, projet Montréal. Sylvain Ouellette, conseiller de la Ville de Montréal dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Si ma mémoire est bonne, c'est l'équipe Valérie Plante, ça, projet Montréal. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a deux que je suis obligé de lever mon chapeau. Je me dis, au moins, il y a peut-être quelqu'un de... Je ne sais pas s'il réussit à influencer ce qui se passe à la STM. Alan de Sousa. Lui, il est maire de l'arrondissement Saint-Laurent. Puis Alan de Sousa, je suis obligé de faire un clin d'œil, j'imagine. Il y a plusieurs gens, en passant, merci à tous ceux qui écoutent l'émission, mais dites-vous qu'il y a plusieurs journalistes et plusieurs élus de Montréal qui écoutent l'émission. Et probablement que Alan va entendre parler de ce que j'ai dit. Je le félicite. Il fait un excellent travail. Il n'est pas maire depuis hier. Et ça fait un bout de temps qu'il est maire de l'arrondissement Saint-Laurent. Il travaille fort, travaille vraiment fort. Il est sur le conseil, mais n'a pas de titre de président, vice-président ou quoi que ce soit. Il est seulement que membre du conseil d'administration. J'espère qu'il a réussi à glisser quelques mots des fois. Pas sûr qu'il y a beaucoup de poids. Il y a des membres désignés. Ça veut dire des gens qui sont nommés par l'équipe Valérie Plante de Projet Montréal, qui sont également sur le conseil d'administration. Et un maire de ce qu'on appelle les villes défusionnées. Ah, ça, il ne faut pas dire ça. On ne peut pas le dire, le mot « ville défusionnée ». C'est des villes qui se sont défusionnées. Mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, c'est pas beau. Parce que les 14 villes sur l'île de Montréal qui n'aiment pas Montréal se sont fait dire, arrêtez de dire que vous êtes défusionnés, ça paraît mal. Mais dans le fond, c'est des villes défusionnées, carrément, qui n'aiment pas la gestion à Montréal. Donc, dans le conseil d'administration de la STM, étant donné que la STM dessert également des villes défusionnées, il y en a un qui représente les villes défusionnées, Alex Botoski, qui est le maire de Ville de l'Art des Ormeaux. Bon, là, je vous ai donné à peu près le conseil. OK, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les autres, c'est le conseil d'administration. Ils donnent les grandes directions et font la vérification de ce qui se passe de façon à ce que ça soit tout de même rentable, de façon à ce que les Montréalais en soient fiers et n'aient pas d'augmentation de taxes. Pour divers frais sans avoir de services supplémentaires. En tout cas, ils sont là pour protéger les Montréalais. Et comme vous voyez, le conseil d'administration, généralement, c'est le parti au pouvoir. Alors, ils n'ont pas trop d'excuses. Comment ça se fait qu'il y a des dettes à la fin de l'année? Je vous le voyais de loin. Ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Ça. Bon, eux autres, ils disent quoi faire. Eux autres font ce qu'eux autres disent à eux autres quoi faire. Là, tu dis, ah, OK. OK, eux autres parlent, eux autres font. Bon. La présidente, en fait, son titre à elle, c'est directrice générale. Elle, là, on tombe dans un salaire, là. C'est Marie-Claude Léonard. Elle a une directrice générale adjointe, Étienne, c'était un homme, Étienne Lirette. Directeur général adjoint numéro 2. Ça prend 2 directeurs généraux adjoints. Un, puis 2. Je ne sais pas pourquoi. Il y a également la première direction principale, Maha. En tout cas, là vous allez dire, arrête, là, le cœur vous lève. Attends, j'ai pas fini. Il y a Patrick Sergerie. Lui, il est dans les grands projets et le maintien des actifs. Il y a également Julie Deschaines. Elle est aux finances, l'approvisionnement, les affaires juridiques. Bon, il y a Luc Lamontagne. Lui, c'est un directeur exécutif pour la technologie de l'information. Il y a Alain Brière qui, lui, il est directeur exécutif des talents à la STM. Nathalie Clément est directrice exécutive de la planification. Et Marie-Chantal Verrier, directrice planificatrice, exécutrice
de l'entretien. Bon, avec tous ces titres-là, vous savez que c'est tous des salaires de 18 000 par année. Bon, peut-être plus, là, j'imagine. Bon. OK. Fait que si on regarde comme il faut le tableau, bien là, là, on tombe vraiment, là, ici, à chaque fois qu'on voit, c'est comme ça que ça va. Voyez-vous, où il y a des carrés, là, ça, c'est tout du 200-300 000. Puis là, à chaque fois que vous voyez une petite ligne, là, c'est un employé. Mais ça, c'est juste la haute direction. Là, on n'a pas tombé dans les chauffeurs d'autobus. On n'a pas... Non, ça prend bien du monde. Non. Tant qu'à le faire, on le fait comme il faut, à Montréal. Il faut s'organiser. Là, j'ai dit, je ne veux pas vous faire perdre votre temps et je ne veux pas éclairer. La seule chose que j'essaie de faire et que vous compreniez bien, c'est que c'est mal géré à la STM. Et je répète, la ministre qui a fait la déclaration dans le journal, je pense qu'elle a raison. Et ce n'est pas ma favorite. Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas le gouvernement du Québec, ce qui veut dire l'ensemble des Québécois qui vont payer pour une gestion qui est de trou de cul. Ceci dit, le plan stratégique organisationnel est déjà en sentier pour 2030 à la STM. Oui. Il y a 9 chantiers. Je ne vous les nommerai pas, là. Il y a 9 chantiers. Ça va de décarboniser. Vous saviez que je m'en allais vers ça. Et évidemment, c'est relié différemment à ça. Le mot magique, là, décarboniser le transport collectif, opérer des bâtiments durables et résilients. Là, vous connaissez tous les mots, là, je vais juste, aller vite quand même, là. Maintenir un positionnement responsable face à l'environnement. Bon, il y a 9 chantiers comme ça a tous des grands mots, et il y a une personne qui est en charge de chacun de ces chantiers-là. Attendez, je n'ai pas commencé, je vais finir avec les chiffres. Là, je trouve ça juste... Le plan organisationnel. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est... Il y a 4 chantiers. Il y en a 9 dans le plan stratégique, il y en a 4 également. N'oubliez pas, c'est une personne à chaque fois que je nomme, en plus de la structure totale. Mais ça, c'est hallucinant. Moi, je suis un grand défenseur de... Tu t'en vas servir la population, tu t'arranges pour la servir correctement. Donc, ce que tu fais, c'est tu es à la recherche de compétences. Il me semble que c'est le seul et unique mot que tu cherches. Compétences. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, ça c'est facile, tu vas voir les certificats, les diplômes, peu importe, l'éducation. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Compétence ne veut pas nécessairement dire diplôme, doctorat, quelque part, ça. Non. Moi, je prends en considération énormément le phénomène de l'expérience. Utiliser les sources à l'interne qui comprennent le fonctionnement, une procédure, une façon de faire, parce qu'elles sont au travail depuis 25 ans dans ce domaine-là. Tu mettrais 2 PhD, 2 doctorats à côté de ça, là, une personne qui a 30 ans d'expérience, puis les 2 PhD vont perdre leurs cheveux avant de comprendre quoi que ce soit. Dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas. Donc, moi, je dis toujours, il y a un mix des deux, et il y a ça. Bon, ben là, justement, le plan stratégique organisationnel, ils ont 4 chantiers en place actuellement. Et voici comment est-ce qu'on fait la recherche, le développement et l'organisation interne. Chantier numéro 1. Maintenir une proposition en tant qu'employeur de choix en matière de diversité et d'inclusion. Chantier numéro 2. Assurer un milieu de travail inclusif tout au long du parcours d'emploi. Là, je vous donne je pense que tout le monde comprend la définition de chaque mot là, qui revient souvent dans le langage de certaines personnes là, quand je parle de diversité, inclusion. Chantier numéro 3. Préserver, renouveler et surtout développer le savoir-faire et la connaissance du personnel concernant la culture inclusive. Et le 4e chantier, impliquer les équipes dans le développement au sein de la STM d'une culture inclusive. Hey!
sacrifice. Y a-tu quelqu'un qui a entendu le mot compétence? Y a-tu quelqu'un qui a entendu le mot expérience, vérification à l'interne, capacité de comprendre ce qui se passe? Non. Voici les mots qui reviennent. À la STM, on cherche une diversité de façon à ce que ce soit inclusif. On cherche quelqu'un qui peut travailler dans un milieu de travail inclusif. On tente de préserver le savoir-faire du personnel pour conserver une culture inclusive. Et finalement, on implique les équipes à comprendre le développement d'une culture inclusive. Ben, sacrifice de calique, de... Tout va bien. Et ensuite, le financement. On va parler un peu d'argent. Parce que là, je pense qu'au niveau du personnel, vous comprenez qu'on s'en calique, que ce soit efficace et que tout le monde sache ce qui se passe et de demander à l'interne, peut-on réussir à sauver de l'argent à certains endroits? Non, on s'en calisse. Financement des investissements. Répartition du financement des investissements autorisés. Entre 2024 et 2033, perdez pas connaissance, là. Voyons donc. La voisine perd connaissance le matin. Je suis assez tanné parce que j'y parle souvent de budget. Mais là, s'il vous plaît, Pauline, Claudine, André, Jacques, Michel, perd pas connaissance. Le budget prévu 2024-2033, 11 milliards de dollars. Bon, là, je ne veux pas vous faire... Là, c'est vrai que je ne veux pas écœurer personne. Je vais passer par-dessus ça parce que c'est pas beau. Le déficit de fonctionnement. Disons que je vais y aller plus clair. Combien le ministère... Vous vous rappelez, Mme Guilbeault? Je vais y revenir avec la phrase, mais avant d'arriver à la phrase qu'elle a dite et dont je suis vraiment d'accord, la Ville de Montréal est responsable de la STM. C'est la Société de transport de Montréal, au même titre que la Police de Montréal, le Service d'incendie de Montréal. Par contre, j'ai pas le budget avec moi aujourd'hui, mais généralement, quand je parle de Montréal, j'essaie d'avoir le budget. Le budget est à 300-350 pages. Et il est clairement indiqué que la STM fait partie de Montréal et c'est dans le budget de la Ville de Montréal. Par contre, de plus en plus, à Montréal, on essaie d'éliminer la STM lorsqu'on parle de la dette de Montréal. Je répète, s'il y en a qui sont intéressés à en savoir un peu plus ce qui est en train de se passer à Montréal, vous pouvez faire des commentaires, poser des questions. Ça me fait plaisir de faire une autre émission concernant la Ville de Montréal. Là, aujourd'hui, on est sur la STM. En 2024, la subvention de la MTQ, le MTQ, Ministère des Transports du Québec, qui a aidé financièrement. Et ça, ce que j'apprécie, moi, c'est que quand on regarde un budget, et mon plaisir, moi, je l'ai déjà dit, mais moi, un budget, c'est mon livre de chevet. C'est pas compliqué. Quand quelqu'un m'arrive et dit, Gilbert, peux-tu étudier le budget? Pas de trouble avec ça. C'est mon livre de chevet. Je couche avec ça pendant 3-4 jours. Puis j'ai du plaisir à regarder ça parce qu'il y a des phrases qui deviennent célèbres. Il y a des anecdotes célèbres dans un budget. Surtout celui de Montréal. Depuis l'arrivée de l'équipe de Valérie Plante, ils ont enlevé de plus en plus de chiffres et il y a de plus en plus de textes. C'est incroyable. Tu pars une page, là, tu lis, puis tu arrives à la fin de la page, tu te dis, voyons, qu'est-ce que j'ai lu? Tu recommences, puis c'est tellement un paquet de mots que tu dis, voyons donc. Il retire de plus en plus de chiffres. C'est de plus en plus difficile d'aller chercher exactement combien est-ce qu'il y a de policiers à Montréal. Il en manque combien? Il y en a-tu qui sont à la retraite bientôt? Avant, quand je dis avant, disons que je recule au moins avant 2017, là, l'arrivée de Valérie Plante. Mais même avant ça, les budgets, les chiffres, là, c'est... Le mot budget veut le dire, t'ouvres un budget, ben t'aimes pas ça, c'est juste des chiffres. Tu sais, c'est comme quand t'ouvrais le journal La Presse, Le Devoir, ou peu importe le journal, puis là, t'ouvrais la page de la bourse. Ben c'est ça. Tu sais, tu passes vite parce que si t'aimes pas les chiffres, regarde, va pas sur cette page-là. Bon, un budget, c'est ça, avec très peu d'explications, et surtout des explications concernant les tableaux, et c'est tout. Là, c'est pas ça. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé dans le budget de Montréal plusieurs anecdotes. Et ce que j'aime, ce que je disais, c'est que dans les budgets comme celui de la STM, t'as pas le choix.
n'as pas le choix. Si tu veux vraiment avoir les chiffres, tu t'en vas le chercher, le budget. C'est ce que j'ai fait. Tu vas chercher le budget et ce sont des budgets vérifiés. Donc, tôt ou tard, tu vas y trouver les chiffres. Alors, la subvention de la ministère du Transport du Québec, c'est-à-dire que tous les Québécois payent pour le métro de Montréal, 436, on parle de 2024, 436 millions. Là, on parle juste de l'année 2024, l'argent nécessaire pour faire fonctionner toute la patente. Ben oui. Quand je disais toute la patente, là, c'est le nombre de... Combien est-ce que j'ai dit? Il y a 2000 autobus, puis il y a 68 stations, il y a 999 voitures dans le métro. Calculez ça, les chauffeurs d'autobus. Bon. Mais il en manque au bout de la ligne et la MTQ donne 436 millions de dollars en 2024. C'est pour ça qu'il commence à en parler. C'est pour ça que le ministre Guilbeault commence à dire « Oups, là, regarde, c'est jamais plaisant de donner de l'argent à un organisme qui est public. » Je l'explique que ça va aller vite. Le gouvernement du Québec, c'est un service qui est rendu au public. Et ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Ils sont là pour prendre de votre argent et le gérer le mieux possible de façon à répartir le mieux possible à l'ensemble de la population des services. On se comprend? Bon, c'est la même chose pour la Ville de Montréal, mais évidemment, Canada, pareil. Bon. Et quand un gouvernement gère mal, il emprunte. Montréal, tu peux pas... Hein, Montréal doit balancer son budget. Ça, c'est un règlement. Montréal, c'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec. Elle n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle veut, comme le gouvernement du Québec fait, puis le Canada, c'est pire. Il doit balancer. Sinon, ça s'en va dans une dette. Et là, tous les trucs sont possibles dans un budget. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les anecdotes, c'est tellement drôle. Là, tu peux dire que l'équipement que j'ai acheté, la souffleuse, il y en a qui disent, bien, la souffleuse, elle sera plus bonne dans 15 ans. Mais si tu veux réussir à emprunter encore plus, bien, tu dis, non, une souffleuse, c'est bon, 25 ans. Tu sais, tu y rajoutes 10 ans de vie. Fait que là, tu sais, ton emprunt est encore plus décalé dans le temps, donc permet de dire, varier certains chiffres. Pour ceux qui comprennent, là, il y a bien des façons de jouer sur l'amortissement de quelque chose. Ceci dit, même avec tout ça, là, arrive, oubliez ça. Oubliez ça. 436 millions de nécessaires en 2024. Ici, on a les chiffres et ils font même une prédiction. C'est affreux. C'est affreux. 2024, j'ai dit 438 millions. Tenez-vous bien, là. Ils font même des prévisions dans le futur. 2025, 465 millions. 2026, 538 millions. Là, j'avance, là. 29, 835 millions. 2031, 880 millions. 2033, 900 millions. Ça, c'est tout le gouvernement du Québec, c'est-à-dire les Québécois qui payent pour une administration qu'on appelle la Ville de Montréal, qui est une métropole qui n'est pas capable de donner l'exemple et capable de faire des coupures à des endroits stratégiques. Pas nécessairement dans le service. Et c'est l'excuse qu'on donne. Ah ben non, on ne peut pas couper. Hey, calique, j'ai montré tout à l'heure le conseil d'administration et l'ensemble des gens qui sont là, les salaires qui sont distribués, c'est hallucinant. Et là, je parle pas des agences de consultation. Non, on commence pas avec ça. Et je parle pas des véhicules fournis pour les inspecteurs qui font des vérifications. Pas du tout. Non. Donc... Évidemment qu'on va se garder de bonne humeur. La dette. Celle-là, vous ne la voyez pas venir. En fait, on dit toujours la dette. Il y a deux dettes. La dette brute puis la dette nette. Tiens, je vais en profiter. Merci à ceux qui écoutent l'émission. Je vais en profiter de donner un cours de 3-4 phrases. C'est quoi la différence entre la dette brute puis la dette nette? Parce que souvent, quand on regarde un rapport financier, là, il parle de la dette nette. OK? Moi, généralement, je cherche la dette brute pour faire un comparatif avec la dette nette. Parce que c'est avec ça que tu es capable de voir, OK, ton actif, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec?
Là, je vous l'explique avant d'aller plus loin, OK? Je l'ai écrit parce que j'ai dit... Je suis meilleur en écrivant pour que ça se comprenne facilement. La dette brute correspond au montant total des dettes d'une entreprise, comme la STM, sans tenir compte des actifs qu'elle possède. Vous allez voir pourquoi, là. La dette brute, c'est combien je dois. Pas compliqué. C'est le fameux gros chiffre brut. Mais tu ne prends pas en considération ton inventaire. La dette nette est calculée en soustrayant les actifs de la STM de la dette brute. Je ne pouvais pas l'écrire mieux que ça. Vous me suivez? Sauf que je me pose la question. J'ai-tu besoin, moi, d'autre chose que de la dette brute? Et je m'explique. Le métro de Montréal. Gilbert Thibodeau et André Pitt vont acheter un wagon. Qui va acheter un wagon? C'est un actif, c'est vrai. Mais c'est un actif qui diminue ta dette brute pour avoir une dette nette en fonction de la valeur que tu es capable de vendre l'item. Qui va acheter un wagon de métro? Peut-être un milliardaire, peut-être un métro va se vendre, puis un milliardaire va décider de l'installer quelque part, je ne sais pas, en Floride ou sur la rue Notre-Dame pour faire un stand à hot dog, puis ça fait original. Peut-être, bon, ça en fait un. Mais là, on parle de l'ensemble de l'actif. Voyons, c'est un monopole, c'est privé, c'est une structure, voyons. Donc, la dette brute est de 5 milliards 400 millions de dollars. Maintenant, la dette nette. Si, quand même, je prenais en considération que je vais retirer la valeur de l'actif, net, c'est 1 milliard 400 millions. Là, je commence à avoir un chiffre que tu dis, OK. Quand j'entends le mot dette, moi, j'entends intérêt. En partant, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Quand il y a une dette, les taux d'intérêt montent. Il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il paye ça. Montréal, c'est une entité administrative du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, es-tu tanné de payer pour la ville de Montréal? Je pense que oui. Je termine là-dessus avec la phrase de Geneviève Guilbeault qu'on va voir à l'écran. Et je pense qu'elle a raison. Il faut trouver d'autres solutions que de juste transférer un déficit au gouvernement. Déficit sur lequel le gouvernement n'a aucun contrôle direct parce qu'on n'est absolument pas impliqué dans la gestion des sociétés de transport. Elle a-tu raison? Madame Guilbeault, t'es obligé de dire que vous frappez dans le mille. On a un problème à Montréal de gestion, c'est majeur. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu l'histoire de Montréal et de l'arrivée de la mairesse actuelle, rappelez-vous qu'au début, là, c'était miraculeux. On va régler le problème, nous autres. Vous allez voir que les gens vont le prendre, le métro. On va augmenter le nombre de wagons. Au lieu d'être aux 8 minutes, ça va être aux 4 minutes et demie. La ligne jaune-orange, ça va être aux 3 minutes. La ligne verte, ça va être aux 2 minutes et demie. Vous rappelez-vous de ça? Puis là, on va augmenter le service. Vous allez voir, le monde va le prendre, le métro. Puis l'autobus, les autobus aux 18 minutes. On va mettre ça aux 10 minutes dans les grosses lignes, que ce soit la Saint-Joseph, que ce soit celle sur Décarie. Peu importe la ligne là, la plus achalandée, on va augmenter. Bon. Je pense que j'ai dit 2-3 fois le mot « augmenter ». Ouais, on ne fait pas juste augmenter, là. Là, on fait augmenter le nombre d'autobus nécessaires, le nombre de chauffeurs nécessaires, l'augmentation des employés à l'entretien et maintenance des autobus, parce que ça ne marche pas tout seul, sans jamais briser. Vous comprenez, là? Et là, c'était ça, là. On va augmenter, nous autres, on connaît ça. Tout le monde va prendre le métro, ça va augmenter, on va augmenter, puis vous allez voir, ça va augmenter. Ouais. Oui, lors de la campagne en 2021, un candidat qui s'appelle Gilbert Thibodeau avait vérifié avec l'ensemble des maires les 14 villes de fusionner pour savoir si c'était peut-être... Ça serait peut-être une idée pour les gens de 65 ans et plus
de faire en sorte que le mardi, j'avais sorti une journée dans la semaine au hasard, j'avais dit le mardi, on devrait faire ça gratuit pour toute personne de 65 ans et plus, que ce soit des touristes, que ce soit des résidents de Montréal, que ce soit des gens du Canada, peu importe qui viennent de peu importe sur la planète, ils n'ont qu'à présenter une carte d'identité avec photo. Ça, c'était nécessaire et obligatoire. Et le mardi, le transport en commun est gratuit à Montréal. Moi, je trouvais que ça favorisait les gens âgés de sortir une fois par semaine. Vous allez me dire pourquoi le mardi? Je répète, je sais pas, moi j'avais dit, je sais pas, Jean Coutu, si on fait ses spéciaux le mardi, le cinéma il est moins cher le mardi, j'avais pris le mardi, peu importe. Puis j'avais vérifié avec un paquet de gens avant même de le dire ouvertement pendant une campagne électorale. Puis il y a quelques maires qui m'ont répondu, et c'est là que je disais tout à l'heure, vous rappelez-vous quand j'ai dit, quelquefois, tu n'as pas besoin de doctorat, va chercher quelqu'un qui a de l'expérience. Puis il y en a qui me sont revenus avec des réponses, je disais, et tabarouette, c'est vrai, il va falloir que je fasse des calculs comme il faut. Parce qu'il y en a qui disaient, Gilbert, ce que tu es en train de dire, c'est que 4 jours par mois, c'est gratuit pour les 65 ans et plus. Ceux qui ont pris leur passe mensuelle, là, c'est plus un mois, c'est un mois moins 4 jours. Parce que pendant 4 jours, ils pourraient le prendre gratuit. Puis là, les gens faisaient des calculs, et c'est là que je parle de saine gestion. Quand tu veux appliquer quelque chose, vérifie avec des gens qui ont de l'expérience, une compétence, une connaissance capable. J'ai pas besoin de me trouver quelqu'un qui va dans une expression que j'ai dit tout à l'heure, faire partie d'un groupe de façon à être inclusif. Là. Parle avec des gens compétents pour avoir une solution. Finalement, j'avais dit, ouais, peut-être que je vais retarder ce projet-là, mais je trouvais l'idée bonne. Puis bon, mais je l'avais déjà annoncé, la possibilité qu'après vérification des chiffres, une fois par semaine, on va mettre 65 ans et plus. Tenez-vous bien, c'est lors de la campagne de 2021 que la mairesse Plante, elle, c'est toujours hop là, ça c'est une bonne idée, on va faire mieux. Bon, ben c'est le transport gratuit en commun à Montréal pour toute personne de 65 ans et plus, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oups. OK. Rappelez-vous que quand quelque chose est gratuit, c'est toi le produit. J'avais de la difficulté avec une journée, j'ai hésité. Pour se faire élire, ah ben là, tiens, on va mettre ça gratuit pour tout le monde, tout le temps, 65 ans et plus. Tout le temps. Ouais, OK. Savez-vous, c'est combien que ça coûte, ça? Et ça, vous venez de comprendre, faites comme moi, respirez par le nez, parce qu'on est géré par une gang de bozos qui n'ont aucune idée. Pour eux autres, on imprime ça sur la machine, puis ah ouais, c'est pas grave, le gouvernement du Québec va payer. Je pense que Mme Guilbeault a soulevé un excellent point. Je pense que les Montréalais, en fait, peut-être le Québec va le réaliser parce qu'il y a d'autres villes, il n'y a pas juste Montréal, il y en a d'autres qui sont quand même grosses, des grosses villes comme Québec, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Trois-Rivières. Là. Bon, il y en a plusieurs villes à Montréal là, qui ont peut-être des problèmes avec leur transport en commun ou ici ou ça. Puis à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, OK, mais voyons, y a-t-il de la compétence quelque part à un moment donné? Ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, justement, je vais parler... Ah, les vidanges? Ah, bonté, oui, c'est vrai. J'avais dit que je vous parlerais des vidanges. Je pensais qu'on avait fini, moi, l'émission. OK, moi, je vais vous parler des vidanges. Ça, je peux vous en parler par cœur. Ah non, moi, je trouve ça fantastique. On a vu l'article de Mme Guilbeault, hein, là? Oui. Bon, fait que là, on a vu Mme Guilbeault, on a vu le budget. Tiens, je m'en viens, là, tiens, OK, tiens. Ça, vous allez voir... C'est le temps de sourire un peu. On va mettre le vidéo qui a passé et qui est... D'après moi, ça va être la vidéo de l'année... Le technicien a du plaisir, lui. Je pense que ça fait 3-4 fois qu'on l'écoute, mais on a bien du plaisir à l'écouter. Je vous laisse l'écouter, je vous reviens. Nous sommes dans un quartier central de Montréal, jour de collecte des ordures ménagères. Louis fait partie des 19 inspecteurs de l'arrondissement Ville-Marie et il lui suffit de quelques mètres pour constater une première infraction. Déjà en partant, on voit qu'il y a des sacs de recyclage. Donc, ça ne fait pas partie de la collecte. En fait, mon intervention en tant que telle consiste à chercher une preuve à l'intérieur des sacs pour voir à qui appartient justement le dépôt. On va y faire une fissure.
Et l'essor du commerce en ligne, qui génère beaucoup d'emballages, lui rend souvent service. Vous voyez, dans le cas ici, il y a un sac Amazon. Normalement, c'est qu'est-ce qui nous aide énormément. Le nom, l'adresse, tout est là. Louis pose des autocollants d'avertissement sur les sacs et prend des photos pour documenter l'infraction. Alors, on y va vraiment en gradation au niveau des pénalités. Donc, d'abord, courtoisie, un ticket de courtoisie. Ensuite, une première offense, 200 $ pour non-respect du règlement. Des constats d'infraction qui peuvent monter à 2 000 $ en cas de récidive pour un particulier, 4 000 $ pour une entreprise. Après vérification, une amende sera bel et bien envoyée au propriétaire du sac sorti le mauvais jour et qui n'a pas fait le tri correctement. Vous avez du recyclage, vous avez ici du compostage. Pour l'arrondissement du centre-ville, entre 2022 et 2023, on est passé d'environ 3 000 à presque 6 000 inspections sur le terrain. Le nombre de constats a plus que triplé dans cette période. Et cette année, les inspecteurs en ont déjà émis davantage en 3 mois que pour toute l'année 2022. Oui, alors effectivement, dans les dernières années, on a augmenté le nombre d'inspecteurs. Donc, de facto, nécessairement, en augmentant le nombre d'inspecteurs, on augmente aussi le nombre d'inspections et donc les constats sont en hausse aussi. Mais tous les arrondissements de Montréal n'y consacrent pas les mêmes ressources. Pas besoin d'aller très loin avec Louis pour constater une deuxième infraction, avec ce sac d'ordures ménagères suspect. Ici, vous pouvez constater que la majorité des dépôts à l'intérieur, c'est du recyclage. Malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas de nom, d'adresse. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors? Donc, on va mettre des étiquettes dessus et on va faire une demande de ramassage en indiquant que dans les sacs avec les étiquettes, c'est du recyclage. Quelques mètres plus loin, encore du carton déposé avec les ordures. La preuve la plus évidente ici, vous pouvez le voir. Le propriétaire est récidiviste. Il recevra lui aussi un constat d'infraction. Quant à la poubelle à ciel ouvert que Louis repère dans la cour avant d'un immeuble, elle vaudra un avertissement. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Yep. C'est bien, hein? Ça existe, pour ceux qui... Je voudrais pas qu'il y en a qui soient surpris, ça existe depuis déjà un certain temps. Ce projet-là, appelez ça règlement, projet, nouveaux employés, nouvelle façon d'aller chercher un peu d'argent supplémentaire, parce que je viens de parler de la STM qui a de la difficulté. Ce n'est qu'un service à Montréal, la STM. La police en est un autre. Justement, l'école bleue en est un autre. Le service du ramassage des ordures en est un autre. Il y a différents services que la Ville offre. Et il n'y a pas juste la STM qui ça va pas bien. La Ville de Montréal au complet est en dette. C'est stratosphérique, là. Je ne veux pas faire paniquer personne, mais c'est stratosphérique. Je peux en reparler dans le futur. C'est sûr qu'il va y avoir un budget, celui de l'an prochain, cette année, là. On parle de... une dizaine de milliards de dollars de dettes là, à Montréal. Là. Quand je dis une dizaine, plus... Puis, dans le budget de la STM, qui va dans celui de Montréal, dans le consolidé total, là, je parle même pas des 300 autobus électriques qui ont été commandés. À un moment donné, il va falloir que les chiffres sortent. Là. Bon, ceci dit, les vidanges. Les vidanges. Maintenant, c'est ça. On a fait attention pour ne pas dire que les vidanges vérifiaient vos ordures. Non, ce n'était pas le titre de l'émission et ce n'est pas du tout le titre du constat qu'on va faire actuellement. C'est tout simplement que les vidanges sont maintenant vérifiées. Vérifiées pourquoi? Parce que il est important de dire à tout le monde que l'environnement, c'est important et que tout le monde doit recycler. Donc, on a une équipe, je vous résume, là, vous l'avez bien vu, là, c'est 19 inspecteurs seulement que dans un arrondissement. Il y a 19 arrondissements à Montréal. On parle, là, durant le reportage, de l'arrondissement Ville-Marie. C'est ce qu'on appelle moi, je l'appelle l'arrondissement de l'Hôtel de Ville. Là. Ça vous donne à peu près une idée, là. Ville-Marie, là, Centre-Ville, Vieux-Montréal, là, ça, c'est Ville-Marie. Il y a 19 inspecteurs. Si j'ajoute à ça les automobiles, les camions, les petits ordinateurs et tout ça, bon, 19 personnes, faut arranger ça avec le salaire, quand on calcule avec tous les bénéfices, les avantages sociaux, les accessoires, je répète, avec les véhicules nécessaires pour les transporter.
Ben, on s'en va vers 2 500 000, 3 millions de dollars pour ces 19 personnes-là. Peut-être que je suis en bas du chiffre, mais j'aime mieux être en bas qu'en haut. Donc, je dis à peu près 3 millions de dollars pour cette nouvelle affaire-là. Et dites-vous que ça a été mis en place de façon à rapporter de l'argent à la Ville de Montréal. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Là. Il y a quelque chose qui ne marcherait pas, là, d'aller vérifier. Pensez-y 2 minutes, là. Moi, je veux... Il va y avoir des élections en 2025, fait que je suis obligé de donner mon point là-dessus. Je ne suis pas du tout un défenseur de la pensée unique. Tu vas faire ce que je te dis parce que tu es un cave. C'est pas ma façon de penser. Moi, c'est plutôt... Je vais aller faire une vérification complète de tout ce qui est possible de faire en vraiment faisant des consultations, vérifiant avec l'ensemble des gens qui sont élus, qui, eux, vont aller vérifier avec les gens qui ont voté pour eux, pour avoir un maximum d'informations, pour être capable de prendre ce que j'appelle une décision consolidée, capable de servir la grande majorité des citoyens tout en étant contents et d'un côté et de l'autre. Bon. Là, c'est pas ça là, qui est en train de se passer dans l'idée des inspections. Premièrement, je vais vous en dire une couple de bonnes, là, c'est que dans les parcs de Montréal, là, il y a des contenants. Hein? On appelle ça des contenants, c'est marqué probablement vidange, puis juste à côté, c'est récupération, puis juste à côté, là, des fois, il y en a 3. Bon. Tout ce que vous voyez dans les parcs de Montréal, et croyez-moi, il y en a des parcs, tous les endroits où vous jetez vos ordures vont tous à la même place. Il n'y a aucune poubelle qui est marquée récupération qui s'en va récupérer. Aucune. Pour des raisons évidentes. Alors, vous ne viendrez pas me faire croire que vous allez vérifier dans les ordures de Gilbert Thibodeau ou qui que ce soit, peu importe où il demeure à Montréal, vous allez dire, tiens, il n'avait pas le droit de mettre, je ne sais pas, moi, un contenant en simili-ballon de plastique avec de la colle. Je ne sais pas, tu n'as pas le droit de mettre ça dans la récupération. Bon, OK, fait qu'on va ouvrir le sac au complet, on va l'éventrer, puis on va essayer de trouver une lettre ou quelque chose qui me dit c'est à qui. Puis là, on va mettre un avertissement. Puis là, l'inspecteur va repasser. Là, dites-vous que, hey, Ville-Marie, c'est un arrondissement de, je sais pas, moi, 70, je sais pas, probablement 60, 80 000 personnes, là. Ah, d'accord. Il faut qu'il repogne le même, parce que le premier, c'est un avertissement, le deuxième, c'est 200 $. Puis là, ça peut aller jusqu'à 2000. En tout cas, pour faire une histoire courte, il faut que... Aïe. OK? T'as la tête dure, puis tu vises quelqu'un en particulier, ou je ne sais pas. Peu importe, je ne veux pas en venir à ça. Fait que là, tu vas me dire à moi que là, tu vérifies puis que tu es certain que lui, il ne l'a pas mis là. Et pourtant, lui, la personne, ou elle, la personne dit, ben non, je ne peux pas le mettre dans la récupération. J'ai peinturé le bas de l'escalier ou la rampe d'escalier, puis il y a de la peinture. Là, l'inspecteur va le vérifier. Quand bien même que je vous trouvais 100 000 excuses pour dire que c'est imbécile ce qu'ils font. C'est pas l'imbécilité, moi, que je trouve. C'est pas à ça que je veux en venir. C'est le phénomène de la responsabilité. Là, tu es en train d'agir en pensée unique. En partant, premièrement, tu mens parce que dans tes parcs, à toi, à Montréal, tout s'en va en enfouissement. Ça s'en va pas en récupération. La raison est simple, hein? Dans un parc, ça en prend rien qu'un drogué qui vient de se geler la balle avec une seringue, puis lui, il la jette dans la récupération. Bon. Ils prennent pas de chance à la Ville de Montréal, puis ils font bien raison de ne pas prendre de chance, parce qu'il y a des gens qui prennent de la drogue, ils gèlent la bine, puis il est 4 heures le matin, il est perdu bien sûr, puis ils jettent sa seringue dans la place où il faut pas. Tout à fait normal qu'ils prennent pas de chance, de façon à ne pas... On se comprend? Bon! Mais là, de l'imposer, de dire on va mettre des inspecteurs, on va aller vérifier qu'est-ce que les citoyens jettent. Hey, arrête. Premièrement, gère donc ta ville correctement. Enlève de dépenser pour rien. Pour trouver de la job à des petits amis qui, eux, ont des familles et donc vont voter pour toi. Là, tu es en train de faire rire de toi
Et tu es en train de faire payer les Montréalais pour quelque chose qui, à mon avis, est non nécessaire parce que la meilleure façon, c'est de dire aux gens et commencer à leur mettre dans la tête que tu as confiance car ils sont responsables. Donne-leur une bonne raison d'apprécier ce que tu fais à la Ville de Montréal de façon à ce qu'ils apprécient leur ville et qu'ils soient plus propres, qu'ils respectent ce que tu demandes parce que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Donc, pourquoi ne pas avoir confiance? Pourquoi ne pas pousser la population à dire « c'est possible, on est capable, ensemble, on va y arriver ». Essayez de dire aux gens qu'ils sont responsables, qu'on a confiance, que c'est possible. Non, non, non. Vous êtes toutes des hosties de caves, puis on va aller vérifier vos poubelles parce qu'on le sait que vous êtes caves. C'est grave, ça. Tu prends ça comme acquis. Puis si tu finissais ta phrase honnêtement, tu dirais, virgule, puis hostie, on va aller chercher de l'argent supplémentaire dans tes poches. C'est grave, ça. C'est grave. J'avais dit que je garderais ma bonne humeur. Moi, j'aime ça parler de vidange. Ben oui. Ben oui, j'ai rien que ça à faire parler de ça, moi, des vidanges. Faut-tu être... Ouais. Puis dites-vous qu'après ça, ils vont dire... Faites bien attention, la mairesse de Montréal, c'est jamais de sa faute. Elle va dire, ah, ben c'est pas de ma faute. Ils font ça pareil partout. Puis là, ils font ça. Puis là, elle va trouver des exemples. Ah, ben ils le font à Chicago. Ben oui, à Chicago, c'est une ville de cochons. Bon, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Puis si jamais elle sort un autre exemple, ah, ben ils le font à New York. Bon, c'est ça. Donc, dis-le, à New York, c'est une gang de cochons. Pourquoi tu le dis pas comme ça au lieu de dire, ah, ben ils le font? Non, c'est parce qu'ils sont mal gérés. C'est parce que ce sont des gens, le maire de New York, le maire de Chicago, le maire de San Francisco, le maire de... je pourrais vous en nommer, de Saint-Louis, de Baltimore. Faites le tour, faites donc comme moi, faites le tour, allez voir ces villes-là. Mal gérées, des dettes. Mais aux États-Unis, ils sont plus difficiles. Mais c'est pas grave. Mal géré, mal propre, la drogue, ça s'en vient à Montréal, croyez-moi sincère. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, vous êtes des caves. Ça ne vous tente pas de commencer à dire à la population, on vous aime, on va vous aider, on va bien vous sortir, vous servir, puis on va vous donner l'exemple. On va bien gérer, on va essayer de geler les taxes dans quelques années, on va essayer d'augmenter le service dans les autobus, mais on va y aller dans l'ordre parce qu'actuellement, c'est pas rentable. On va essayer de faire une vérification de notre côté de façon à ce que ce soit bien géré, sans perdre de service. Et après ça, on va peut-être essayer de baisser les prix ou donner une journée gratuite pour les 65 ans et plus, ou je ne le sais pas. Mais à un moment donné, la population est pas folle. Il va falloir que les élus le comprennent. La population sait ce qui se passe et le réalise de plus en plus. Puis ça va faire mal. Je l'ai dit à l'émission, ça passe ou ça casse. L'émission, ça passe ou ça casse. En passant, c'est le jeudi à midi. L'émission que vous voyez actuellement est le jeudi en après-midi, mais sera diffusée à YouTube à 19h le vendredi, tout de suite avant l'émission de Julien Tremblay, la nouvelle émission. Oh, ça va à peine de regarder ça, cette émission-là. Ah! C'est pas long, mais c'est bon. C'est bon. Il est original. C'est un artiste qui a été promu, ou je ne sais pas, je ne connais pas les titres au niveau artistique, mais je pense qu'il a été la révélation de l'année ou quelque chose du genre dans le milieu artistique. C'est le vendredi à 20h, tout de suite après l'émission, le candidat, qui va être diffusé à 19h le vendredi. Merci d'avoir écouté l'émission. Le pouce en l'air est toujours à la diffusion, à augmenter la diffusion. Merci de l'avoir écouté sur luxmedia.info également. La semaine prochaine, je suis aussi bien de vous le dire tout de suite, le candidat. Ouais, je vais finir là-dessus. Le voyez-vous bien? Je suis gêné de le dire. Ah, on le voit-tu bien? Oui. L'éco-stupidité de l'administration Plante et plein d'autres sujets concernant l'itinérance à Montréal. Salut!